Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme exceptionnelle et j'ai la chance qu'elle soit également l'une de mes meilleures amies, Léa Grandin. Coucou. Voilà, moi aussi. Alors Léa, je vous l'ai dit, elle est exceptionnelle. Elle est à la fois, en plus d'être une amie incroyable, mannequin, créatrice de contenu avec près de 100 000 abonnés et aussi cofondatrice de l'agence de social media Opal. Mais elle est aussi bientôt maman, puisque elle est enceinte de 9 mois. Donc je vous dis pas la pression, elle peut accoucher à tout moment. Je vais peut-être perdre les os là pendant l'interview. Pas sur mon canapé. Alors merci Léa, je te le dis face à la caméra, d'être avec nous pour ce moment si spécial dans ta vie. Avec plaisir. Et de revenir avec nous sur tes secrets de beauté. Oui. C'est génial. Je te propose qu'on commence par revenir un petit peu sur ton parcours. Ok. Commençons. Alors j'avais tellement de questions à poser à Léa que j'ai carrément pris des notes. Donc si on peut commencer par ton origine, ton arrivée sur le mannequinat, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée mannequin? Est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée? Est-ce que c'est quelque chose que tu as recherché? Qu'est-ce qu'il en est? Alors en fait, c'est un peu les deux. Parce que premièrement, mes parents m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire, que ce soit dans mes loisirs ou professionnellement. Et quand j'ai eu 15 ans, je sais pas si tu connais, mais je sais qu'à l'époque, il y en avait beaucoup, il y a Elite qui faisait un concours qui s'appelait Elite Model Look et ils allaient dans les grandes villes. Oui. Et moi, j'ai participé à ce concours quand j'avais du coup 15 ans et j'ai été suivie pendant une année. D'accord, tu sais que je ne savais même pas. C'est vrai. J'apprends en même temps que vous. On apprend tous les jours des choses, c'est bien. Je pensais que tu le savais. Non, je savais pas. Voilà. Donc en fait, j'ai été suivie, mais en fait, j'avais 14-15 ans, je crois que j'étais en 3e, enfin, j'étais vraiment très jeune. Et en fait, évidemment, ils voulaient voir comment je vieillissais, etc. en un an, surtout que quand on passe en seconde, c'est là, je trouve, où on prend vraiment maturité physique. Et en fait, je pense que j'ai pas grandi, j'ai pas mûri comme ils voulaient physiquement. Je pense que j'étais surtout pas assez fine. Et en fait, ils m'ont pas suivie l'année d'après. Okay. Mais en vrai, tant mieux, parce que pour moi, c'était pas quelque chose qui me convenait en termes de mannequinat. Moi, je suis plus mannequin commercial aujourd'hui. Eux, c'est vraiment du mannequin, on va dire, luxe, podium, etc. Et c'est pas du tout ce qui me convenait. Donc, en vrai, sur le coup, j'étais un peu dégoûtée. Mais avec du recul, c'était pas plus mal. Et à côté de ça, quand du coup, l'année où j'ai appris que je n'étais plus suivie par Elite, il y a un photographe qui m'a repérée dans la rue. Il m'a fait un peu flipper. Ah. Il m'a couru après, j'étais avec un pote, il m'a couru après pour me prendre en photo. J'ai fait oula, c'est quoi ce mec? Et en fait, après, il m'a donné sa carte. En fait, après, j'en ai parlé avec mes parents l'ont eu au téléphone. Et en fait, c'était un vrai photographe qui n'était pas bizarre, que je connais encore aujourd'hui. Il habite au Japon, il est adorable. Et c'est lui qui m'a fait vraiment entrer dans le mannequinat, qui m'a fait mon premier book et qui m'a fait entrer dans ma première agence de mannequinat. Tu vois, d'une façon ou d'une autre, ça t'était destiné. Tu as une porte qui s'est fermée, l'autre qui s'est ouverte. Et c'est étonnant ce que tu me dis parce que tu es mannequin commercial et pourtant, tu es très grande. Quand je dis très grande, c'est comparé aux autres mannequins commerciaux, tu es quand même grande. Ouais. Tu mesures combien? Je suis 1m75. Ouais, 1m75. Donc c'est... En fait, je le vois, tu fais du commercial, mais tu fais aussi de la mode. T'es un petit peu entre les deux. Ouais, mais par contre, je fais pas du tout de défilé. Ouais. J'ai testé une fois, 2 fois, ça m'a pas plu du tout. Je trouve qu'il y a trop de stress. Les filles doivent vraiment être très très maigres. Même si on parle d'aujourd'hui de body positive, etc., c'est pas vrai. Pas sur les défilés. On le voit pas du tout. Moi, je fais un 36 quand je suis pas enceinte. On comprend. Ouais, voilà. Là, faut pas prendre en compte mon physique, etc. Mais de base, je fais un 36, ce qui est complètement normal pour 1m75. Je trouve que c'est assez bien de faire un 36. C'est même fin. C'est fin, mais pour des mannequins défilés, c'est trop gros. La seule fois où j'ai fait un défilé, une des seules fois, toutes les autres filles faisaient du 32, on me regardait de haut en bas en mode qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois. Donc j'étais pas à l'aise, en plus je trouve que c'est stressant, t'as peur de tomber, c'est pas pour moi. Voilà, donc en fait tant mieux. C'est très bien que tu aies trouvé finalement ton univers, comme on le disait, finalement Elite c'était pas fait pour toi et tu as une meilleure porte qui s'est ouverte. Exactement. Alors justement, tu vois, ça va rejoindre ma deuxième question qui était un petit peu qu'est-ce que le mannequinat t'a appris sur toi-même, ton rapport à l'image et à la beauté, puisque tu as été très jeune confrontée à, tu me disais, des questions sur ton poids, sur ta taille, sur ton image. Là, ça fait quelques années quand même que tu fais ça, tu n'as plus 15 ans, même si tu es très jeune. Ça fait 12 ans. Oh my god, ça fait 12 ans. C'est bizarre. Ouais, complètement. Donc, tu as eu le temps de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui? Alors, au début, ça a été très compliqué.
Moi, les premières fois où je suis rentrée dans le mannequinat quand j'avais 16 ans, à 16 ans, on n'est pas forcément très stable mentalement, surtout quand on parle de physique. La confiance en soi, elle n'est pas forcément à son max. Je pense que c'est comme ça pour la majorité des jeunes filles. Et moi, j'ai été avec ma mère un jour à Paris, pour la petite anecdote, pour aller voir des agences. Donc j'ai été prise dans des agences de pub. Donc les agences de pub sont quand même plus ouvertes à des profils qui sont plus normaux. Donc 36, 38 au niveau de la taille, il n'y a aucun problème. Et j'ai quand même été voir une agence de mannequins. Je ne dirai pas le nom, mais c'est la pire agence du monde pour moi. D'accord. Je suis entrée, j'avais 16 ans. Ils m'ont dit, on te prend si t'arrêtes de manger pendant un mois. Et ça existe encore. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de vivre ça et je l'ai entendu plein de fois. Malgré tout ce qu'on dit, une fois de plus, body positive, etc., ça existe encore. Ouais, exactement. Ma mère était avec moi, ça l'a rendue folle. Elle les a insultés, on est partis, elle m'a dit mais tu prends pas ça au sérieux, etc. Enfin, elle dit n'importe quoi. Sauf que dans ma tête de jeune fille de 16 ans qui veut avoir des jobs dans le mannequinat, c'est vrai que ça m'a beaucoup impactée et du coup, suite à ça, j'ai quand même eu pas mal de TCA, confiance en moi compliquée. Mais aujourd'hui, en fait, le fait de faire ça à temps plein, de voir que je travaille et que c'est pas juste la vie des agences qui sont complètement cons qui comptent. En fait, je trouve que j'ai pris en maturité, en confiance en moi. Bon, forcément, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des moments où t'arrives à un shooting, tu fais est-ce que je vais toujours leur plaire ? Est-ce qu'ils vont être contents de moi par rapport à mes photos ? Est-ce que je vais rentrer dans les fringues ? Parce que c'est aussi un truc qui peut être un peu angoissant en tant que mannequin. Et en fait, quand tu vois tout de suite que les clients sont super contents, ça fait un boost de confiance en soi et je trouve que c'est super agréable. Après, je dirais pas que c'est toujours tout bleu, enfin tout rose, etc. Mais aujourd'hui, le mannequinat, moi, m'a quand même apporté beaucoup de confiance en moi. Et je trouve qu'en fait, le regard des autres est complètement différent par rapport à quand j'étais plus jeune. Ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, je peux très bien poser devant des milliers de personnes et je m'en fous. Je suis toute seule, je suis dans ma bulle, alors que je pense que quand j'avais 16 ans, j'étais un peu genre, il y a tout le monde. C'est aussi devenu une norme pour toi, c'est une habitude à force de complètement. répéter, c'est devenu une norme. Complètement, faire des faux sourires, alors là je suis la pro pour faire des faux sourires. Est-ce que tu peux nous montrer, celle-ci est plus proche, ton plus beau sourire commercial, Léa. J'espère que j'ai rien entre les dents. Non, c'est moi. En fait, ce qu'il faut faire, petit tips, il faut, quand tu veux faire genre que tu rigoles, il faut pas faire le son. Parce que si tu fais le son, t'as le truc qui est là et du coup ça te fait un espèce un truc de pélican un peu. Donc il faut pas faire le son, faut juste ouvrir un petit peu la bouche et oh là là. sans le son. Voyez, vous décadrez Léa, vous la mettez sur une campagne, ça marche, c'est le fou rire. Voilà, et moi je suis pro pour faire des faux sourires et j'aime bien. Je trouve que c'est sympa les photos, tu souris, ça change des photos, tu fais la gueule quoi. Donc voilà, mais sinon, ta question de base c'était, je sais pas si j'ai bien répondu. C'était ton rapport à l'image, comment il avait évolué. Mais aujourd'hui, moi ça va, très bien. Je suis très contente de faire ce métier en fait pour l'image. C'est génial. Alors justement, je voulais parler avec toi de ta transition vers la création de contenu. Est-ce que c'était une façon pour toi peut-être de te réapproprier ta personne, ton image, un moyen d'expression? En fait, il faut déjà savoir de base que je voulais pas du tout faire de création de contenu. Ok. Alors moi, je ne suivais aucun influenceur. Pour moi, les influenceurs, c'était télé-réalité et c'était tout. Et moi, j'étais là, mais non, c'est des gens qui sont fake. Et je pense qu'ils ne sont pas fake du tout, tous. Hein. Mais moi, dans ma tête, je voyais ça vraiment comme ça. Et en fait, j'ai fait un shooting avec une photographe qui a très bien fonctionné, qui m'a permis d'avoir beaucoup d'abonnés d'un coup. Parce que la photo a beaucoup plu. Et suite à ça, je me suis dit, peut-être que je me lance en fait. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle opportunité. Complètement. Ça faisait 4 ans que j'étais dans le mannequinat en full time. Je me suis dit, pourquoi pas en vrai montrer qui je suis, ce que je fais. À ce moment-là, ma maman avait un cancer du sein. Je me suis dit, ça me permet aussi d'en parler, d'enlever un peu les tabous de tout ça. Et en fait, c'était quoi ta question ? Je t'en prie, écoute, je vais lire exactement ce que j'ai écrit, Léa. Je te demandais justement ta transition sur la création de contenu. Ouais. Et si tu avais eu envie de créer ton propre contenu pour raconter ta vision. Ouais. Puisque finalement, en tant que mannequin, tu es au service de la création des autres. Oui. Et en tant que créatrice de contenu, tu racontes ton histoire. Complètement. Ça, c'est vrai que c'est la différence entre le mannequinat et la création de contenu. C'est que le mannequinat, en fait, c'est un peu hard ce que je veux dire, mais t'es un cintre, en fait. Ta personnalité, on s'en fiche. Mais ta personnalité, on s'en fiche, tu vois. C'est pour ton physique que tu es sur les shootings. On prend pas un mannequin parce qu'elle est sympa. Ça peut on va la rappeler, mais pas la première fois. Pour la première fois, on la prend pas parce qu'elle est sympa. Quoique, moi, j'ai déjà été à un casting et comme j'étais la seule qui souriait et qui était sympa, ils m'ont pris pour ça. Mais
Mais souvent, quand on te prend en tant que mannequin, c'est pour ton physique, c'est pas pour ta personnalité. Alors que la création de contenu, je trouve que ça permet aussi de montrer qui tu es vraiment, en fait. Et moi, je sais que ça m'a ouvert des portes pour le mannequinat, parce que les gens ont dû se dire, ah bah, elle pourrait complètement matcher, sa vibes match complètement avec la marque. Sauf que quand t'es en casting qui dure 2 secondes, ça tu le vois pas. Alors que quand les gens sont sur les réseaux sociaux, ce qui sont beaucoup plus en ce moment, et bah du coup on peut voir ça. Et c'est vrai que ça m'a apporté quand même pas mal de jobs en mannequinat, ouais. Super. Et ensuite, il y a eu la naissance de Opale 55, dont tu es cofondatrice et qui est une agence de social media. Tu penses qu'il y a une continuité entre le mannequinat, la création de contenu et aujourd'hui l'agence Opale ? Complètement. Alors, je vais essayer d'être assez rapide parce que ta vidéo elle va durer 10 000 ans. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que j'ai créé cette agence avec mon mari, Jean, qui lui avait déjà une agence de social media digital, communication, production, enfin, c'est un peu un mix de tout. Il y a des marques comme Crédit Agricole, Doctolib, donc c'est vraiment beaucoup plus global. C'est vrai que lui, il y a quelques années, il est passé à côté de plusieurs marques parce qu'en fait, il n'avait pas d'exemple. Ouais, ou cette vision que tu apportes toi, ouais, en fait, ton expérience. Il y a des marques de beauté mode qu'il aurait voulu avoir, sauf qu'en fait, il n'avait pas d'exemple de job qu'il avait fait pour des marques de ce style. Et moi, à côté de ça, avec le mannequinat et la création de contenu, en fait, je touche que des marques de mode et de beauté. Et moi, ça fait, quand on a créé l'agence, ça faisait 8 ans que j'étais... ça faisait 10 ans que j'étais... 10 ans que j'étais dans le monde du mannequinat. Donc en fait, je connais par cœur ce milieu. Même si après, forcément, je trouve que c'est pas tout le temps la même chose en fonction des marques, etc. Mais ça, c'est autre chose. Et en fait, moi, j'ai une vision qui est complètement différente de lui, ce qu'il a. Et en fait, je trouve que nos deux personnalités, en fait, ont été parfaites pour créer Opale. Et je trouve que du coup... c'est un peu votre pré-bébé. Exactement. Parce que tu vois, j'utilisais les termes de naissance. Complètement. Et Opale 55, c'est la rencontre de vos deux univers, de ce que moi, j'ai vu et ressenti d'un point de vue extérieur. C'est le pré-bébé, et là, il y a le vrai bébé. C'est exactement ça. Comme on parlait de bébé, je te propose qu'on passe à la partie sur ta grossesse. T'adores ce sujet, hein? J'adore. Pas tout de suite. Et je voulais te demander, pour commencer, quand tu as appris ta grossesse, ça a été quoi tes premières pensées par rapport au fait que tu travailles avec ton corps? Est-ce que tu as eu peur? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est vrai que ta question, elle est ultra intéressante parce que Jean était prêt Jean, qui est mon mari, était prêt bien avant moi pour avoir un enfant. Et sauf que moi, en fait, j'avais peur parce que c'est vrai que mon corps, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. Et en fait, j'avais tellement peur de me dire, en fait, je pourrais plus jamais travailler parce que mon corps va changer. Pendant 9 mois, il va falloir que j'apprivoise un nouveau corps. Après, il faut que je retrouve un autre corps. Et en fait, ça, c'était vraiment une grosse frayeur pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit... En fait, je peux pas non plus arrêter de vivre à côté juste pour le mannequinat. J'ai aujourd'hui Opale, qui me permet aussi de bien gagner ma vie, de faire autre chose. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Je trouvais que c'était le bon moment. J'avais un petit peu moins de travail au moment où on s'est dit qu'on allait mettre le bébé en route. Donc en fait, je me suis dit, tout s'aligne pour que ce soit le bon moment. Et le bébé est arrivé très vite. Donc c'était en effet le bon moment. Même la nature s'est alignée, finalement. Je pense que quand t'es prêt, tout suit et ça marche bien. Bon, pas forcément tout le temps, mais moi j'ai eu cette chance. Et aujourd'hui, comment je vis le changement de mon corps? Je vis très très bien. J'avais très peur de mal vivre, de me voir grossir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez impactant quand t'es mannequin, de voir ton corps changer, grossir, maigrir. Maigrir, souvent, c'est positif, qu'on se le dise. Ça dépend dans quel sens, mais en général, on préfère... on est contente. Quand on maigrit, nos agents sont contents, etc. D'ailleurs, c'est pas très, très bien, ça. Mais bon, bref. Mais quand on grossit, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et en fait, j'ai passé un été de dingue. Parce que moi, tous les étés, même si je suis mannequin, il faut savoir que je me trouve toujours de la cellulite, un petit peu trop de ventre, toujours des choses à dire sur mon corps. Alors que là, cet été, j'ai adoré mon corps parce qu'en fait, oui, j'avais du ventre, mais j'avais un bébé dedans. Donc, c'était trop bien. J'adore. Là, c'est vrai que j'ai quand même pris beaucoup de poids depuis que je suis enceinte. Tu es enceinte, une fois de plus. Et ouais. Alors, je sais pas, est-ce que tu peux te lever un instant? Parce que je fais que de dire à Léa que son ventre ne dépasse pas sur les côtés. Je trouve ça fascinant. Écoute, je sais pas si on va bien le voir. Et je trouve que, en fait, oui... Tu es un mannequin enceinte parce que je connais pas beaucoup de gens. Genre, t'es une poupée Barbie enceinte, quoi. Écoute, c'est très gentil de me dire ça parce que moi, je me trouve toute bouffie. Je fais de l'œdème. Enfin, c'est forcément, quand t'es enceinte, 9e mois, tu fais de la rétention d'eau. Donc, moi, je me trouve énorme. Et surtout, c'est que avec un bébé de 3,4 kg dans le ventre, c'est lourd. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un ventre qui est assez joli. Oui, tu as un beau ventre. Mais c'est fou. Enfin,
je te fais un compliment et en même temps, je me rends compte de ce que je raconte. C'est fou de demander à une femme enceinte d'être belle, d'avoir un beau ventre. Tu es en train de construire un être vivant. Est-ce qu'on peut pas, même à ce moment-là, te foutre la paix? Ah bah j'aimerais bien. Après, moi, j'avoue qu'on m'a pas trop embêtée parce que c'est vrai que de base, comme je suis assez fine, tout le monde me disait... Enfin, on m'a souvent dit, mais il faut que tu manges pour deux. Bon, de toute façon, je mange pour deux, donc là, il n'y a pas de problème, on arrête de me le dire. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai pris... Là, je suis à plus de 20 kilos en plus. C'est vrai que ça fait bizarre. Tu te dis, waouh, 20 kilos dans la tête, ça fait énorme. Et en fait, tout le monde te dit, ouais, mais ça se voit pas. Donc ça, c'est rassurant, mais je me dis, les femmes qui ne prennent pratiquement pas et qui disent, ah ouais, t'as beaucoup grossi, je me dis, ça doit être ultra... Ça doit pas être très agréable, mentalement, de se dire ça et de se dire, bon, après, il va falloir que je retrouve mon corps, etc. Moi, c'est ma plus grande peur, de pas retrouver mon corps aussi d'après. D'accord. Après, tu es une femme qui est très sportive. Oui, et c'est aussi pour ça que j'ai pris beaucoup de poids, parce que je fais beaucoup moins, pratiquement pas de sport, hein, mais c'est vrai que je pense que toutes les femmes ont un peu cette frayeur de se dire, est-ce que j'ai retrouvé mon corps ? Et d'autant plus en tant que mannequin. Je pense que moi, ma plus grande peur et qui pourrait me faire une petite dépression postpartum, c'est de pas retrouver mon corps. Ah, c'est déjà quelque chose que je le sais. J'en ai discuté avec ma psy, qui m'a rassurée, qui est top. Mais je le sais d'avance que si dans 3 mois, j'ai pas retrouvé un corps, je rentre plus dans mes jeans en 36, ça va être compliqué. Donc tu te laisses 3 mois. Mais bon, en tout cas, vraiment, je te remercie pour ta franchise parce que j'ai pas d'enfant, mais je pense que la plupart des femmes, elles ont cette réflexion et qu'elles osent pas en parler. Oui. Donc c'est bien aussi d'entendre une femme enceinte qui en parle. Ouais, il y a tellement de tabous autour des grossesses. Trop tabou. Mais moi, c'est même pour ça d'ailleurs que j'hésitais à me dire, est-ce que je veux vraiment des enfants ? On n'entend que le négatif dans la grossesse. T'entends que le « ah bah ça fait trop mal, puis tu dors pas et tout ». Là, tout le monde te le dit. Dors pas avant que bébé arrive. Mais j'arrive pas, je suis trop grosse. Je stresse, je suis lourde. Mais en fait, t'entends beaucoup le négatif. Après, c'est bien, je trouve, justement, de parler des choses dont les gens ne veulent pas parler. Ouais. Et notamment, je trouve que le retour au corps d'avant, on n'en parle pas souvent. Et c'est vrai qu'en tant que mannequin, c'était un peu le flou. Parce que moi, j'étais là, j'avais pas trop de copines qui ont eu des bébés alors qu'elles étaient mannequins. Donc, je savais pas, en fait, comment ça se passait. Et aujourd'hui, je pense que ça va le faire. Je suis bien entourée. J'ai une psy si j'ai besoin, gens qui est proche, à qui je peux parler facilement. Et je sais que je vais mettre tout en œuvre pour retrouver mon corps d'avant aussi assez rapidement. Mais il faut quand même que j'essaye de me laisser un peu de temps parce que je pense que 3 mois, c'est quand même compliqué. Tu mets 9 mois à faire un bébé, ton corps aussi, il met 9 mois à s'en remettre, tu vois. Mais j'en reviens à quelle pression, que ce soit pour une mannequin ou une femme qui n'est pas mannequin, quelle pression. Tu es encore enceinte et on est déjà en train de réfléchir à dans 3 mois, il faut que... Je dis pas que c'est... Si j'étais enceinte, je suis quasiment certaine que je penserais la même chose que toi. Bah oui, non, mais t'es mannequin aussi, en fait. Voilà. Mais il n'empêche que c'est dur d'être une femme. Ah bah oui. Ah bah le papa, lui, il est tranquille. Il peut faire ses coups bas de pépère, là. Ouais, encore Jean, c'est l'inverse. Hein. Ouais. Il a perdu des kilos qu'il m'a refilé moi. Genre, on a échangé parce qu'il va du coup plus au sport que moi, plus de sport, quoi. J'avoue que ça, j'ai hâte de reprendre le sport. J'ai trop hâte. Et je voulais te demander, est-ce que tu fais plus attention aux ingrédients, que ce soit dans les cosmétiques ou autres que tu mets sur ta peau par rapport au fait d'être enceinte ? Moi, de base, je fais déjà très attention. Depuis le cancer du sein de ma mère, je fais très très attention à tout ce que je mets. Les perturbeurs endocriniens, etc. Moi, ça m'a traumatisée. Du coup, maintenant, je mets que du naturel sur ma peau. Mais c'est vrai que quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai quand même vu qu'il y avait plein de produits qui étaient nocifs pour le bébé, notamment les huiles essentielles, qu'il faut surtout pas mettre sur la peau, qu'il faut pas sentir, etc. Bon, après, moi, tous les produits que je mets sur ma peau, il n'y a pas d'huile essentielle, mais c'est vrai que j'étais tout le temps là à regarder tous les produits. Et finalement, je mets la même chose que ce que je mettais avant d'être enceinte. Tiens, je voulais te parler du fameux glow de grossesse. Est-ce que toi, tu peux me dire si c'est un mythe ou une réalité ? C'est une réalité. Et ça se traduit comment ? Même si t'es tellement belle, mais t'es toujours belle. Oh, t'es trop mignonne. Alors, comment ça se passe ? Alors déjà, j'attends un garçon. Donc il y en a qui disent que quand tu attends un garçon, tu as plus de glow. Et quand tu attends une fille, le bébé fille est dans ton ventre, prend tout ton glow. Ah bon ? Prends la beauté de la maman. Encore un truc sur les filles. Bon. Voilà. Ok. Donc moi, en fait, j'avoue que comme j'ai un petit garçon, je me dis, bon, c'est peut-être pour ça. Ou ça se trouve, si j'avais une petite fille, ça aurait été la même chose. Mais en fait, j'ai une peau qui est très belle. Bon, parfois, j'ai des petits boutons. Mais c'est parce que je mange du chocolat, je mange des trucs qui sont que tu as envie de manger en tant que femme enceinte. Donc forcément, l'alimentation change aussi un petit peu la texture de la peau. Mais sinon,
j'ai une peau très belle et surtout, je trouve que mes cheveux sont beaucoup brillants. Moi, je trouve que, comme je te connais, je trouve que tu as les cheveux qui sont très brillants et tu as la peau, tu sais, très pulpée, comme si tu avais mis plein de collagène. Je mets du collagène. C'est que tu m'en fais. Il marche très bien. Non, en tout cas, tu as une peau qui est très très lisse et c'est vrai que tu as les cheveux. Ils sont beaux, hein. Ils sont doux en plus. Ils sont doux. Après, j'en prends soin aussi. De toute façon, avec notre métier, tu sais, on est obligé de prendre soin de notre peau, de nos cheveux. Mais c'est vrai que depuis que je suis enceinte, déjà, ils graissent beaucoup moins. Déjà, de base, moi, je me lave les cheveux tous les 3 jours. Là, je peux faire 4-5 jours sans problème, tu vois. D'accord, donc pour toi, c'est une réalité. Ah, pour moi, c'est complètement une réalité. Et j'ai un peu peur du postpartum, parce que je me dis, je vais perdre mes cheveux, retour des boutons. J'ai déjà tous mes petits compléments qui m'attendent, exactement. Et est-ce que ton rapport au maquillage, lui, il a changé? Puisque tu te maquillais déjà assez légèrement, mais tu fais régulièrement des tutos sur tes réseaux qui montrent. Est-ce que tu as apporté un changement sur ce maquillage? Pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, au début, je m'étais dit, peut-être que je suis plus fatiguée enceinte, mais franchement, j'ai une grossesse qui est franchement parfaite. J'ai pas non plus une fatigue extrême, j'ai pas été malade, donc j'ai pas trop d'excuses. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important de toujours continuer à se maquiller. Parce qu'en fait, avant d'être une maman, je suis une femme qui prend soin de moi. Et j'adore, en fait, me maquiller. C'est mon petit plaisir. Tous les matins, je me lève une demi-heure avant Jean parce qu'il faut que je fasse ma skincare, il faut que je fasse mon petit déj. Je dis une demi-heure, c'est souvent 1 heure même. Mon petit make-up, et en fait, je me trouve tellement mieux quand je suis maquillée que... Tu commences bien ta journée. Ouais. Alors justement, tu le sais, cette chaîne, elle s'appelle Les Secrets de Beauté. Est-ce que tu aurais un secret de beauté, peut-être même le plus simple ou celui que tu souhaites, à offrir à une femme enceinte qui regarderait cette vidéo? Bah, le moins c'est le mieux, je dirais. Ouais, c'est-à-dire? Moins tu utilises de produits sur ta peau, mieux c'est. En tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. D'accord. Le soir, on va commencer par le matin. Le matin, un petit coup d'eau thermale. Pas l'eau du robinet, vraiment de l'eau thermale. Tu nettoies pas ta peau, juste de l'eau thermale. Tu mets ton sérum, une crème solaire et c'est bon. Ne pas oublier la crème solaire parce que même si on est en plein hiver, c'est ultra important que tu sois noire, que tu sois métisse, que tu sois blanche comme moi. Il faut mettre de la crème solaire. Et avec le fait d'être enceinte, il n'y a pas des choses où tu dois faire attention sur la crème solaire, sur la composition? Non, après moi comme je l'ai dit, de toute façon je fais toujours attention à la composition. Je pense qu'il faut quand même faire attention aux perturbeurs endocriniens, mais... Oui, on essaie d'avoir un produit le plus clean possible Ouais. quand même. De toute façon, qu'on soit enceinte ou pas, on essaie de mettre des produits clean sur Ouais, la peau. exactement. Et le soir, quelque chose qui est très important pour moi, c'est le double nettoyage. Pour moi, c'est même si tu n'es pas maquillée, comme tu as mis de la crème solaire le matin, tu es obligé de nettoyer en 2 fois ta peau. Donc d'abord avec un produit gras, moi souvent j'utilise une huile, et ensuite avec un savon, un gel. Et en fait, juste avec ça, ta peau, tu vois qu'elle brille de propreté, tu vois. Elle est douce, elle est trop bien. Mais donc, les pores restent pas obstrués. Pas du tout. Ça, et puis après, un petit sérum collagène que tu m'as offert, qui est juste génial, que j'adore. Et c'est tout, hein. Et après, ce que je après, fais... vous êtes aussi belle que ma copine. Oh non, non, n'importe quoi. C'est trop mignon. Et aussi un truc que je fais toutes les semaines et que je conseille à toutes mes amies, c'est de faire une fois par semaine. Moi, souvent, je choisis le dimanche parce que c'est ma journée tranquille. De faire petit gommage et petit masque. Une fois par semaine, pas plus, parce que sinon après, ça agresse un peu trop la peau, selon moi. Et en fait, la peau, elle recommence à zéro pour une bonne semaine. Ouais. C'est trop bien. Donc, on l'a dit, tu es une femme, une future maman et une entrepreneur. Est-ce que tu trouves que d'un point de vue femme entrepreneur, cette grossesse, elle a changé quelque chose en toi? Compliqué ta question, franchement. Elle est très ouverte. Elle est très ouverte en même temps. J'ai plein de choses à dire, en même temps, j'ai rien à dire. C'est un peu étrange. Ta vision du business, de la façon dont tu vas entreprendre. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé pour moi. Oui. Parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir eu besoin de changer ma vision des choses dans mon travail parce que je suis enceinte. Mais je pense par contre qu'à la naissance de mon bébé, ça va complètement changer. Les priorités vont changer quand... là, aujourd'hui, personne ne dépend de moi. Enfin, je veux dire, le travail, c'est trop bien. J'adore travailler. Mais en fait, je sauve pas des vies. Et je pense que je vais vraiment m'en rendre compte quand je vais avoir un bébé qui a vraiment besoin de moi pour vivre. Détachement, je comprends le sens des priorités. Exactement. On va avoir un petit bébé qui va dépendre de nous et je pense que du coup, ça va nous remettre un peu les idées au clair. Et des fois, en fait, on se pose des questions pour le taf ou on se prend la tête pour des choses un peu nulles pour le taf. Et là, je pense que quand on a un petit être qui attend de nous qu'on le fasse vivre, je pense que ça nous remet bien les pendules à l'heure et parce que plus simple. Moi, j'ai vu que tu as continué à travailler quand même assez tard dans ta grossesse. Ouais.
Et tu penses qu'avec l'arrivée du petit, tu vas changer un petit peu ton rapport équilibre vie perso et vie pro finalement? J'espère pas. T'as envie, toi, t'as envie de pas perdre ton côté j'ai pas du tout envie. Moi, j'adore travailler. Je déteste m'ennuyer. Là, depuis que je suis en congé mat, il n'y a pas une journée où je suis restée à rien faire, tu vois. C'est vrai. J'ai toujours même... il faut pas que l'assurance maladie voit ça. Mais je regarde mes mails. Assurance maladie, on vous aime beaucoup. Non, mais c'est vrai que je regarde de temps en temps mes mails. En fait, il y a un client qui m'envoie un mail important. Si j'ai pas besoin de répondre, j'y réponds pas. Mais il y a des fois, je me dis, bon, c'est vrai que... Tu restes en veille. Ouais, exactement. Je reste en veille parce que ça me fait plaisir aussi de le faire. Hein. Pas juste parce qu'il faut le faire, mais c'est parce que ça me fait plaisir de le faire. Tu as aussi des responsabilités quand tu es entrepreneur. Tu peux pas complètement fermer les yeux. Complètement. Et après, quand le bébé sera là, bon, évidemment, je pense que ma vision va peut-être changer. Je dis ça parce que le bébé n'est pas encore né. Mais j'espère quand même retrouver assez vite ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi. Personnelle, je n'entends pas avec le bébé, mais j'entends ma vie personnelle avec moi-même. Femme, ouais. Exactement. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aussi être compliqué et faire que la dépression postpartum aussi est assez importante. C'est qu'en fait, on s'oublie complètement en tant que personne quand on a un bébé. Parce que il prend toute la place et voilà. Et puis, on parle de la postpartum, mais ça fait aussi plusieurs mois que finalement, tu peux pas faire les sorties que tu faisais avant. On se retrouve souvent chez toi. Ouais. On va moins au restaurant parce que forcément, on doit prendre en compte ta grossesse. Donc, j'ai l'impression qu'on oublie ça aussi, qu'il y a une fois que le bébé est là, mais il y a aussi toute cette période qui précède son arrivée. Et peut-être que ça se joue aussi sur le moral au bout d'un moment. Complètement. Après, moi, comme je te dis, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui était assez facile. J'ai pas été alitée, j'ai pas eu de nausée. Donc en fait, j'ai quand même pu faire quand même beaucoup de choses. J'ai pu partir en vacances, faire 12 heures de route sans problème. Mais c'est vrai que là, à la fin de la grossesse, ça commence à être compliqué, quoi. Je peux pas aller voir ma famille qui habite à plus d'une heure de route. Oui, à Noël, par exemple, tu me disais que tu n'as pas pu les rejoindre. Donc non. C'est tout ça qui se cumule. Complètement. Aussi. Et justement, dans ce sens, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman qui a peur de perdre une part ou sa féminité pendant sa grossesse? Après, pas s'oublier, on y revient finalement. Ouais, complètement. Pour pas s'oublier, après, c'est vrai que chaque femme vit les choses différemment. Je le redis encore une fois, j'ai une grossesse qui était très facile et je conçois complètement que ce soit pas du tout le cas pour toutes les femmes. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que la majorité des femmes ont quand même des grosses nausées. Donc, le premier mois, en fait, tu fais rien par vomir et dormir. Moi, ça n'a pas été le cas. J'avoue que je suis très contente de ça. Mais je pense qu'en fait, il faut surtout se dire que, ok, t'as un bébé dans le ventre, ok, tu fais grandir un bébé. Mais en fait, avant d'être une grosse vache qui porte un bébé... Une grosse vache, vous avez vu comment elle parle d'elle-même? Ouais, j'ai un gros ventre en même temps. Non, mais je veux dire, avant d'être une future maman, on est avant tout une femme, en fait. Et c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas aller se faire masser, qu'on peut pas prendre soin de soi, qu'on peut pas manger des choses qui nous font plaisir, qu'on peut pas voir nos amis. Et quand tu vois, moi je sais que ça, au début, ça m'a un petit peu énervée. Quand tu voyais les gens, en fait, ils ne te parlaient que de ta grossesse. Tu vois, t'es avec ta famille, c'était focalisé sur la grossesse. Sur le bébé. Mais en fait, mais moi, je suis là aussi, moi qui a une entreprise, moi qui travaille, moi qui fais du yoga, je suis là aussi, tu vois. Ouais. Et donc, je pense qu'en fait, il faut, ok, tu peux en parler. Si c'est ce dont tu veux parler, tu en parles évidemment avec plaisir. Mais si à un moment donné... tu te dis, punaise, mais je suis pas que une future maman. Et il faut aussi que tu te démarques et que tu montres que tu t'imposes aussi un peu. Tu t'imposes. Je suis là. Je suis là. Si t'as envie de faire autre chose et dire, les gars, aujourd'hui on parle pas de la grossesse, c'est bon, on laisse de côté. Et tu laisses de côté. C'est surtout toi, comment tu te sens, ce dont t'as envie de parler, et c'est le plus important. C'est top. Oui. C'est trop intéressant. Léa, je te propose de t'envoyer un message à toi-même. Oh là là! Attention, c'est conceptuel. Si tu avais un message à donner, à envoyer à la Léa d'avant-grossesse, ça serait quoi? Ça va super bien se passer. Après, je dis ça, j'ai pas encore accouché. Mais la grossesse! La grossesse, non mais vraiment rassurer en disant que la grossesse, parce que comme je le disais, ma plus grande peur, c'était vraiment de voir mon corps changer. En fait, de dire, tu vas adorer être enceinte, tu vas adorer voir ton corps changer et... ça va être que du bonheur en fait. Parce que je me souviens des discussions qu'on avait avant et en fait on avait très peur. Et je t'ai vue très épanouie pendant cette grossesse. Ouais, c'est vrai. Ah mais je suis plus qu'épanouie. En fait je suis super alignée avec moi-même. Je suis toujours moi, mais avec quelque chose en plus. Petit truc en plus. Un petit truc de 3,4 kg aujourd'hui en plus. Mais
Mais en fait, c'est tellement beau de se dire que tu crées la vie et que, en fait, je trouve qu'on est quand même, les femmes, on est ultra privilégiées pour ça. Il y a des points négatifs quand même d'être une femme, mais là, le bon, franchement, c'est de se dire, bah, tu crées la vie, tu sens ton bébé, et à côté, t'es quand même, tu restes une femme, en fait, on est incroyable. On est incroyable, on crée la vie. Là, tu te rends compte que j'ai créé des neurones. Tout à l'heure, on était en train de déjeuner, et je te regardais bizarrement, je me disais, mais en fait, c'est quand même fou. Sous son t-shirt, sous son pantalon, sous sa peau, il y a un petit bébé qui est en train de dormir, quoi. Qui nous écoute. Il nous écoute. Oh là, il va connaître beaucoup trop de ragots. Ah bah oui, tu m'étonnes. Non, il est trop mimi. Il a pas donné de coups, je pense qu'il dormait. T'inquiète, il a pas tout écouté. Ça va. Mais non, mais c'est quand même incroyable de se dire que les femmes, on crée un cerveau. On crée des yeux qui vont voir, on crée des neurones, on crée des petits doigts. En fait, notre corps est tous les jours, tu fais des génial. Choses. C'est fou. C'est fou. Et c'est normal du coup d'être fatiguée. Hein. Si on est fatiguée enceinte, c'est normal. Léa, merci pour ta sincérité, avec ta plaisir. lumière qui est toujours là. Elle est merveilleuse, ma copine, j'ai beaucoup de chance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si elle peut plaire à l'une ou l'un de vos proches. J'en profite pour vous dire que Léa, comme je vous l'avais dit, qui est également créatrice de contenu, elle a créé du contenu autour de sa grossesse. Comme tu dis toi-même, sans filtre, c'est quoi la suite ? Sans tabou. Sans tabou et sans bien positif. Et en gardant bien toutes les choses positives de la grossesse. Voilà, ça lui ressemble, comme vous avez vu Léa, qui est toujours si souriante et qui, moi-même, m'a appris beaucoup de choses sur la grossesse. Donc je suis certaine que ça peut répondre à beaucoup de questions et vous apprendre beaucoup de choses sur la grossesse. Et nous, on se dit à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Léa. Salut.